que notre prochaine invitée est en train d'être équipée d'un micro, ou en tout cas bientôt. Donc c'est parfait, parce que comme ça, je vais pouvoir la présenter sans elle, en quelque sorte, parce que je vais dire des choses. Notre invitée est docteure en sciences et entrepreneur. Elle a été... je crois, diagnostiquée assez surdouée très tôt. À la fac, elle était clairement surdimensionnée. Son livre, De l'autre côté de la machine, Voyage d'une scientifique au pays des algorithmes, s'est extrêmement bien vendu. Elle pense que le savoir, s'il n'est pas partagé, ne sert à rien. Et le génie féminin sous-exploité est un de ses grands moteurs. Avant de la recevoir, j'ai une amie qui m'a prévenue et qui m'a dit « Tu verras, elle ne met mal à l'aise personne malgré... sa supériorité intellectuelle. » Je pense que c'était une façon de me dire « Tu verras, elle ne te fera pas passer pour une gourde en public. » Donc, j'étais ravie d'entendre ça. Du coup, je voudrais, pour son humilité, son intelligence et sa façon de répandre cette intelligence avec délicatesse et élégance, qu'on accueille Aurélie Jean. C'est plus long d'équiper Aurélie Jean. Bravo. Bonjour. Je suis ravie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste debout, on s'assied? On en a pour un petit moment quand même, non? On va s'asseoir. Ouais, on va s'asseoir. Ok, super. Donc, Aurélie, donc, je vous ai un petit peu présentée. On a un peu discuté ensemble avant et on s'est dit qu'il y avait 2-3 sujets quand même qu'on aurait aimé évoquer ce matin. Le premier, c'est donc ce talk porte un nom quand même, je vais le donner. Ça s'appelle « Les femmes dans le secteur de la tech et des sciences informatiques ». Alors, la première idée que vous vouliez évoquer ce matin rejoint finalement un petit peu cette fameuse bonne nouvelle autour de laquelle on tourne, qui est que les femmes ont eu plus envie d'entreprendre dans une période qui paraissait quand même assez proche de l'adversité. Et vous avez eu envie ce matin de finalement faire l'éloge du risque, oui. En partageant votre expérience. Donc, qu'est-ce que vous vouliez nous dire à propos de ce risque? Parce que je crois que vous avez monté vos 2 sociétés, parce que j'ai dit que vous êtes entrepreneur aussi, à des moments que vous considérez être finalement les pires oui. de votre vie. Donc racontez-nous. Merci Lisa. Donc moi je voulais parler en fait de l'expérience de mes 2 entreprises, et je rigole pas quand je dis que je les ai créées au pire moment de ma vie. Voilà. Et je pense que c'est lié au risque, et ça pourrait expliquer une des raisons pour lesquelles donc, les femmes ont créé pas mal d'entreprises, ont été vachement entrepreneurs en fait, durant la crise, parce qu'en fait, moi je crois beaucoup au fait qu'on tend à prendre plus de risques lorsqu'on a moins à perdre. Je crois. En tout cas, c'est moi. C'est peut-être de la lâcheté, je ne sais pas. En tout cas, voilà, moi, c'est dans mon cas. Et donc, c'est vrai qu'il y a un moment, quand c'est difficile, quand c'est compliqué, quand on voit notre champ des libertés et des droits se limiter, en fait, on a envie d'entreprendre, on a envie de sortir de ça, de créer, de développer, de produire, de déployer. Et l'entrepreneuriat, donc, le permet. Et c'est vrai que moi, je suis devenue entrepreneuse, mais sans vraiment le calculer, sans le prévoir. Ça s'est fait vraiment naturellement, et je vais vous expliquer les 2 moments dans lesquels j'ai créé mes entreprises, qui sont vraiment les pires moments. Donc, c'est vraiment très rigolo. Donc, il n'y a pas de bon moment. C'est ça déjà. Déjà, si on peut dire ça, il n'y a pas de bon moment. Hein, c'est comme pour faire un bébé, comme pour se mettre en couple, emménager, acheter un appartement. Voilà, il n'y a pas de bon moment. Voilà, donc déjà. Et donc, la première fois où j'ai monté, donc ma première entreprise, c'était en 2016. À New York, qui est une société de conseil, une Silico Veritas. Donc, on développe des algorithmes, des stratégies data pour des entreprises. Je travaille avec beaucoup de collaborateurs. Et c'est vrai que je l'ai créé à un moment de ma vie où, alors moi, je ne parle pas trop de ma vie privée, mais je vous donne des petites choses quand même. Voilà. Je suis très introvertie. Je ne parle pas forcément de ma vie privée, mais en tout cas, voilà, je vais vous dire quelques petites choses. Donc, l'exclusivité. Voilà. Mais en fait, moi, j'ai créé ma première boîte à un moment, donc en 2016. Je venais de sortir d'une relation de 11 ans. Donc voilà, une très longue relation. Donc j'ai vécu l'équivalent d'un divorce, en fait, donc ce qui n'est pas évident. Puis c'était un moment où en fait j'ai changé de travail, j'ai changé de ville. Financièrement, c'était plus délicat au début. Donc émotionnellement, beaucoup d'instabilité. Et voilà, j'ai créé mon entreprise sur une opportunité.
Parce qu'en fait, j'avais une entreprise à New York qui voulait me faire travailler sur un sujet précis. Et j'ai un de mes mentors, de mon ancienne fac où j'ai fait ma recherche sur MIT, qui m'a dit « mais tu devrais monter ta boîte ». Et je me souviens très bien, j'ai levé les yeux au ciel en disant « mais n'importe quoi, on ne crée pas sa boîte pour un client ». Et je l'ai fait. Et je l'ai fait avec l'accord de Bloomberg, donc on a, devant les avocats, on a fait les papiers, donc j'étais limitée forcément sur ce que je pouvais faire, bien évidemment pour des raisons évidentes en fait de conflit d'intérêts et de propriété intellectuelle, etc., etc. Mais je vous dis ça parce que je l'ai vraiment fait à un moment, donc j'ai lancé ma boîte à un moment où c'était pas le moment idéal, voilà, idéal. Ça ne veut rien dire, vous voyez ce que je veux dire, en apparence en tout cas. Et puis, j'ai basculé à 100% sur ma boîte, parce que pendant 2 ans, j'ai travaillé en fait à Bloomberg et je faisais pas grossir la boîte. Enfin, j'avais 1 ou 2 clients de temps en temps, voilà. Et puis, il y a un jour où en fait, j'ai basculé à 100% sur ma boîte. Et ça a été aussi un moment où c'est la première fois que j'ai écouté mon cœur et pas mon cerveau. Et je vous le dis parce que c'est hyper important. C'est-à-dire que j'étais à New York et je me vois encore, c'était un samedi après-midi après mon brunch, où je suis sur la 5e avenue, je suis au téléphone avec un ami américain à moi sur la côte ouest. Et je suis au téléphone et je pleure en disant que j'étais pas heureuse, que je m'ennuyais, qu'en plus je venais d'apprendre qu'une personne de ma famille très proche en France était très malade et je voulais absolument passer du temps avec elle. Et mon ami américain ne comprenait pas parce que quand vous pleurez, vous avez le nez qui renifle et vous parlez anglais avec un accent, enfin c'est très compliqué, il ne comprenait rien. Voilà, il me dit I don't understand really, I mean what are you talking about? Et puis à la fin du call, il m'a dit just listen to your heart, stop listening to your brain. Et en fait, ça a été la meilleure décision de ma vie. Donc en 2018, moi j'ai rebasculé à 100%, donc j'ai dit au revoir à Bloomberg, un gros salaire, parce que j'étais à Bloomberg à New York, un gros salaire. Mes managers m'ont soutenu comme jamais à New York, vraiment, pour rien du jour au lendemain. Je suis revenue en France la moitié du temps, donc pour être avec ce membre de ma famille, et ça a été la meilleure décision de ma vie. Voilà. Et je vous le dis parce que voilà, j'ai fait grossir ma boîte à un moment difficile. Donc ça a été. Voilà. Comment vous avez enclenché après le processus? Comment on remonte un petit peu Alors, beaucoup de résilience, du temps, et surtout, il faut être bien entouré. Moi, j'ai pas vraiment calculé, c'est-à-dire que moi, je crois beaucoup à l'entourage. C'est-à-dire que vous êtes bien entouré, vous avez des bonnes idées, on vous fait confiance. La confiance est hyper importante dans ces moments-là. Et c'est un moment où j'ai fait grossir mon entreprise, j'ai eu plus de clients, j'ai repris des choses que je ne pouvais plus faire quand j'étais à Bloomberg pour des raisons évidentes. Donc j'ai repris l'enseignement à l'université, je me suis remise à écrire, voilà, toutes des choses qui m'ont vraiment manqué. Et je ne vais pas vous mentir, les premiers 6 mois étaient difficiles. Voilà. Financièrement, émotionnellement, parce que c'est dur en fait. Et puis voilà, et puis à un moment ça va vite, puis il y a un effet boule de neige, et puis il y a le bouche à oreille, moi m'a beaucoup aidé. Et voilà, et aujourd'hui voilà, je suis très fière de ce que je fais avec cette entreprise, on travaille bien, voilà, j'ai plein de collaborateurs et je m'éclate et voilà. Et donc ça a été la première expérience, et je vous le dis parce que cette notion de risque, il faut un peu la démystifier, la désacraliser, parce qu'en fait, moi je crois qu'on prend des risques parce qu'on a peut-être aussi moins à perdre. Et quand je dis ça, je ne veux pas ne pas donner aux gens la noblesse de leur courage. C'est pas ça, mais que c'est très dur. Moi, quand je suis partie, par exemple, aux États-Unis en 2009, j'avais rien à perdre, en fait. C'est très dur de partir lorsqu'on s'est... Voilà, moi j'étais partie avec mon partenaire et en fait... En plus, on était à 3000 km de distance, c'était la crise, on n'a pas réussi à trouver un job au même endroit, enfin très compliqué, enfin voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'avait rien à perdre. Et c'est dur lorsqu'on avance dans la vie. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, ce que je dis, c'est que je reconnais le courage des gens qui, par exemple, font une transformation professionnelle à 40 ans, changent de métier à 50, montent leur boîte à 50 ans. Moi, j'ai énormément de respect, parce que c'est dur, en fait. Voilà. Et après... Ma deuxième boîte. La deuxième expérience, vous aviez un peu plus à perdre alors déjà. Ouais, quand même. Vous aviez beaucoup construit. Donc comment ça se passe ? C'est une excellente remarque. J'avais beaucoup à perdre. Et surtout qu'on était en pleine crise. Donc je vais vous expliquer la deuxième boîte. Donc c'est très rigolo. Je commence il y a 2 ans. On commence un petit programme de recherche avec des collaborateurs franco-israéliens et sur le cancer du sein. Premier confinement arrive. Et là, on se rend compte que notre truc cartonne, marche bien. Et du coup, on décide à ce moment-là, le premier confinement, tous enfermés dans nos appartements, nos maisons. En plus, on était sur 3 pays différents. Enfin, c'était un peu. On a décidé en fait de se dire, on va créer une boîte. Et vous étiez en France ou aux États-Unis ? Alors, une partie en France. D'accord. Et
Et en fait, c'est très intéressant parce que, donc, pour que vous compreniez, donc, on a développé une technologie d'IA pour aller détecter et localiser en fait, une signature tumorale au sein 3 ans avant qu'on puisse voir la tumeur cancéreuse sur une mammographie. Donc on travaille à l'échelle de la signature tumorale, donc on détecte des signaux faibles. Moi, c'est une de mes expertises, en fait, la détection de signaux faibles. Et en fait, c'était un moment compliqué. On ne savait pas ce que ça allait donner. On ne savait pas si on allait réussir à lever des fonds. Par ailleurs, petite aparté, c'est le meilleur moment pour lever des fonds aujourd'hui, hein, parce que les gens ont du cash, les fonds ont du cash. Non, mais il faut le dire, enfin, je vous le dis, les fonds alors je dis ça, mais je ne dis pas que c'est facile. Hein. Enfin, nous, on est en train de lever des fonds, donc c'est pas évident, mais je vous le dis parce que voilà, il faut parler argent. Alors moi, je parle très facilement argent, surtout avec les femmes, parce que c'est un sujet dont on ne parle pas. Donc voilà, donc si vous avez besoin de parler d'argent, appelez-moi. Voilà. Mais voilà, Mario le sait, je suis très décomplexée, il faut parler argent. Voilà. Mais donc voilà, donc c'était, et on l'a fait. On a lancé cette boîte, on est en train de lever des fonds, on a tous des choses à côté. Donc il y a un médecin dans l'équipe, on a un médecin, le docteur Philippe Benilouche, qui travaille, donc qui vit entre Israël et Paris. On a un Israélien, donc Grégory Ramsianou, qui lui est data scientist, spécialiste en fait de l'information dans l'image sur les cancers. Même si on ne travaille pas sur l'image, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis on a une 4e personne, une américaine israélienne, qui nous a rejoints. Et voilà, donc on a un groupe international, complètement parité. Enfin, voilà. Et c'est très intéressant parce qu'on est une boîte technique, médicale technique, deep tech, et 2 femmes, 2 hommes. Et les 2 femmes, ce sont elles qui s'occupent de l'argent et de l'IA. Et moi, je dis, c'est quand même chapeau, quoi. Voilà. Donc, voilà. Bravo. Voilà. Puisque la CEO est une femme et la CAIO, donc la Chief AI Officer, est une femme aussi. Donc moi je dis, voilà, bravo. C'est bien, bravo. Donc voilà. Donc ça a été aussi un moment difficile. Et donc c'est pour ça que je voulais parler de ça, Lisa, parce qu'on en a parlé au téléphone, parce que je pense qu'il faut vraiment désacraliser la prise de risque. Et voilà, et penser à ça, parce que souvent je dis, voilà, parfois on a beaucoup à perdre, mais bon, c'est toujours le coût de la décision et c'est pas grave. Enfin, et la deuxième fois, vous avez écouté quoi? Votre cerveau ou votre cœur? Les deux, voilà. Il fallait quand même écouter son cerveau parce que c'était la crise, hein, c'était compliqué. Un peu de pragmatisme. Ouais, voilà. D'accord. Le cerveau était derrière, mais même le cerveau reptilien. Alors, le cerveau reptilien, c'est le cérébellum qui est derrière. Là, c'est le petit cerveau primaire qui nous rend énervés lorsqu'on a faim, par exemple. Celui-là, il était très présent aussi. Voilà. Alors, le deuxième sujet que vous aviez envie d'évoquer, c'est... alors, vous faites partie des 2%, d'entrepreneurs qui se déclarent dans la tech et les sciences informatiques contre 14% des hommes. D'accord. Et donc, vous aviez envie de parler du syndrome de l'imposteur. Oui. Alors là, je n'ai pas d'études sur lesquelles m'appuyer, mais je peux m'appuyer sur une étude assez représentative de mon entourage d'hommes et de femmes merveilleux. C'est quand même assez féminin, le syndrome de l'imposteur. Enfin, je pense que c'est un peu plus répandu chez les femmes. Même si on le voit, dans les jeunes générations, on le voit aussi beaucoup chez les hommes. En tout cas, toi, tu as eu... on se tutoie, pardon. Pardon, oui, je suis désolée. Mais non, parce qu'on se tutoie habituellement, donc je ne savais pas si on pouvait... On va se tutoyer. Voilà. Pardon. Excusez-moi. En tout cas, vous il, elle, ce que vous voulez. C'est que tu as eu une sorte de déclic en 2016 pour ne plus jamais ressentir ce truc-là. Et alors, pardon, mais il faut le partager. Ouais, et je vais en parler parce que moi, je le donne à tout. Je le dis aux hommes aussi parce que c'est un homme qui m'a aidé à dépasser ça. Donc, moi, j'ai toujours eu le syndrome de l'imposteur. Je n'ai pas mis de... Enfin, j'ai découvert ce que c'était le jour où j'ai mis un mot dessus. Donc, c'était en 2010. Donc, c'était quand même assez tard. Hein. Enfin, par rapport à mon âge, voilà, parce que j'ai 39 ans. Enfin, voilà. Mais en fait, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Pourquoi ? Parce que moi, j'étais souvent la seule fille à l'école. Enfin, à l'école. À l'université, dans mes formations universitaires, école doctorale, puis dans mes jobs. À Bloomberg, j'ai fait partie d'une équipe à un moment de 50 personnes, j'étais la seule fille. Alors c'est des mecs géniaux, hein, c'est mes meilleurs avocats. Quand je suis partie, ils étaient tellement tristes qu'ils ont fait un ballon avec une bouche, des yeux, en disant « Aurélie sera toujours là ». Et je suis toujours là. Voilà. Et voilà. Donc c'est pour vous dire, donc, je les ai marqués. Et en fait, ce syndrome de l'imposteur, en fait, je l'ai... alors que moi, je ne l'avais pas du tout à la maison, parce que moi, j'ai été élevée par mes grands-parents qui étaient très féministes, très à me libérer de tous ces carcans, de tout, voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Mais voilà, la société, l'école, enfin, on sait comment ça se passe, c'est compliqué. Et puis, il y a cette invisibilité ou visibilité qui peut rendre les choses difficiles. En tout cas, en 2016, donc, j'ai un job à Bloomberg, j'arrive à New York,
Donc les interviews sont assez compliquées. Hein. Bloomberg, vous le connaissez pour les news financières, mais en fait, à la base, pas sortir régime, mais 80% de leurs revenus, ça vient des modèles mathématiques, des modèles numériques, du software qu'ils développent pour les acteurs d'économie et financiers du monde. Donc s'il y a des gens dans cette salle qui utilisent les outils de Bloomberg, j'ai développé quelques outils, donc je vous dirai lesquels si vous voulez après. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que donc il y avait des interviews assez compliquées, des interviews de maths, de code, tout ça. Et il y avait une interview à la fin où on était une journée sur le site. Et le matin, on arrive, on vous donne un problème à résoudre, un problème classique en finance. Vous n'avez pas besoin de connaître la finance pour le faire, hein, mais vous avez un problème classique mathématique, on va dire. Et puis, on vous demande de le résoudre, de développer un algorithme pour le résoudre et de l'implémenter dans un code de calcul. Et à la fin de la journée, d'expliquer cet algorithme, de démontrer qu'il est efficace et qu'il donne une solution exacte, sans approximation. Et donc, moi, je fais l'exercice, tout ça arrive la fin de la journée, machin. Et je repars, je reprends mon train pour Boston. Et j'habitais à Boston à l'époque. Et là, donc, j'ai un coup de téléphone me disant, écoutez, enfin, c'est vous, quoi. On veut vous avoir et tout. Et là, je m'étais dit, oh, ils se sont plantés. Voilà. Et là, je m'étais dit, bon, je vais aller à New York. Mais vraiment, je me suis dit ça. Je me dis, je vais aller à New York. Je vais m'éclater pendant 2 mois. Je vais être bien payée, et puis après, bon, ils se rendront compte que c'était une erreur, et voilà, c'est pas grave. Mais je me suis dit ça à chaque fois, hein, même quand je suis rentrée en école doctorale, ou avant à l'ENS, ou à Sorbonne, je me dis, ils vont se rendre compte qu'ils se sont trompés. Et donc j'arrive à Bloomberg en me disant, bon, voilà, on va essayer d'être discret, profiter des 2 mois, parce que je me dis, ils vont pas se rendre compte tout de suite, en fait. Et on va bien profiter de New York, de Manhattan, tout ça. Et puis, après, on le consciencialise pas de cette façon-là, hein, bien évidemment, voilà. Cerveau reptilien, toujours. Et puis, à un moment, j'arrive mon premier jour, et mon manager, qui s'appelle Ryan Flannery, qui est devenu un de mes super amis, un mentor, un mec extraordinaire, me dit, et il n'a pas réalisé ce qu'il a dit, hein, il ne s'est pas rendu compte de l'impact. Il me dit, j'ai hâte que tu implémentes ton algorithme dans notre software. Et je lui dis, mais de quoi tu parles? Et il me dit, en fait, tu as cartonné dans toutes les interviews, mais à la fin, ce qui a fait qu'on t'a choisi, c'est qu'à la fin, on t'a demandé un problème classique, mais classique, qui est résolu tous les jours par beaucoup de financiers dans le monde grâce aux outils de Bloomberg. Et nous, on a développé un algo pour ça, et le tien, il va plus vite que le nôtre. Voilà. Et il m'a dit, et je lui ai dit, tu veux dire que ce que j'ai développé en une journée est plus rapide que ce que vous avez peut-être développé en 35 ans? C'est à 35 ans Bloomberg, quoi. Et il me dit, ouais, ton algo est plus rapide, il faut que tu l'implémentes dans notre logiciel. Et alors que moi, j'ai l'impression d'avoir appliqué ce que j'ai appris, hein, c'est pas... bref. Et en fait... Et ce jour-là, je me suis dit, je vais rester plus de 2 mois à Bloomberg, en fait. Voilà. Et je vous dis ça parce que, en fait, du jour où j'ai compris ça, j'ai réalisé 2 choses. Alors, déjà, j'ai remercié Ryan. J'ai dit, écoute, mec, vraiment merci, parce que grâce à toi, je sais pourquoi je suis là. Et je vais vous dire un conseil énorme, c'est hyper important, j'ai réalisé 2 choses. La première, c'est que j'entends plein de gens dire, oh, je sais pas pourquoi j'ai eu ce job. Je sais pas pourquoi je n'ai pas eu ce job, pourquoi on m'a pas pris. Oui. Et souvent, il y a des révoltes, il y a des bons. Moi, je peux vous assurer, vous ne savez jamais pourquoi vous avez eu un job. Vous ne le savez jamais. Vous pensez savoir, vous avez une idée, mais vous ne le savez pas réellement. Donc moi, ce que je dis à toutes les femmes, et je dis aux hommes aussi, mais je dis aux femmes, je dis, quand vous avez un job, quand vous avez un appel à projet que vous récupérez, quand vous avez un contrat que vous avez, n'importe quoi, demandez pourquoi vous avez été choisi. Je peux vous assurer, il n'y aura pas de bullshit en face. Les gens ont des vrais arguments. Vraiment. Et le jour où vous vous rendez compte de ces arguments, de pourquoi, des raisons pour lesquelles vous avez été embauché, en fait, ça change tout. En fait, ça change votre vision de vous-même par rapport au reste du monde, de votre propre réussite, et ça vous fait gagner énormément de temps. Et moi, je peux vous dire que je dirais pas que j'ai pas du tout de syndrome d'imposteur. Je pense qu'il y a toujours des petits restes, hein, c'est normal. Hein, mais cela étant dit, je pense que je l'ai quasiment plus parce que je demande tout le temps pourquoi j'ai été choisie. Pourquoi j'ai eu ce contrat? Pourquoi? Et en fait, il y a toujours des raisons. Et parfois, c'est intéressant parce que vous découvrez des raisons auxquelles vous n'aviez pas pensé. Donc, ça vous permet de capitaliser sur ce que vous savez bien faire et d'essayer d'améliorer des choses sur lesquelles vous êtes moins bon. Et je dis ça parce que je dis aux femmes de faire ça. Je dis aux hommes de dire aux femmes pourquoi elles ont été choisies. Et même moi, aujourd'hui, lorsque je prends un stagiaire ou quand j'ai quelqu'un qui travaille pour moi ou que je passe des interviews, je dis toujours aux gens pourquoi ils n'ont pas été pris. Et surtout, je dis toujours pourquoi ils ont été pris. Et les gens, je vous assure, l'écrasante majorité ne savent pas pourquoi ils ont été pris pour un job. Voilà. Et donc, je vous conseille de demander pourquoi vous avez été pris. Voilà. Bravo. Voilà. Et il y avait un 3e thème qu'on voulait aborder ensemble. Alors, je tiens à préciser que c'est moi qui ai eu envie d'aborder ce thème. Je vais essayer de ne pas tomber dans des généralités. Sabine, je ne veux pas vous fâcher. Je veux que vous restiez avec nous.
la question, mais je vais vraiment, attention, je pèse terriblement mes mots sur ce moment-là. Comment vous dire? Je trouve Aurélie très belle. Je trouve que Aurélie est féminine. Je l'ai vue extrêmement féminine, etc. Et j'ai eu envie de lui demander comment, quand on évoluait... Ouais, t'as vu, c'est touchy, hein. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, écoute, je voulais le faire, je le fais. Comment, quand on évolue dans un monde scientifique, terriblement masculin, où les clichés et les généralités nous font croire que quand on est une souris de laboratoire, on doit avoir un certain style, un certain type, être discrète, de préférence qu'on ne vous remarque pas physiquement. Voilà pour les clichés. Voilà pour les clichés. Voilà. Mais quand même, je vais vous dire, dans l'expérience d'Aurélie, il y a, en tout cas, peut-être qu'on ne lui a pas renvoyé cette image, mais en tout cas, elle, c'est... à un moment donné, c'est comme fondu dans un moule que la société, ou en tout cas cet univers, attendait. C'est bon? Alors, Aurélie. Bravo. Aurélie, donc voilà, qu'est-ce que c'est? Comment on fait pour finalement affirmer sa féminité alors, ou en tout cas merci. Ne pas la gommer. Voilà, merci déjà pour vos compliments, c'est gentil. Alors, en fait, moi, j'étais pas garçon manqué petite, mais je suis devenue un peu garçon manqué durant mes études, parce que après, voilà, vous êtes la seule fille ou l'une des quelques filles, et du coup, comme tu l'as très bien dit, on a tendance à gommer surtout lorsqu'on est jeune, en fait, parce que c'est compliqué quand on a 20 ans, on est jeune. On veut être prise au sérieux. Ouais, voilà. Et puis, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais j'ai eu quelques remarques, voilà, parce que forcément. Parfois, quand vous êtes une fille et que vous faites vos ongles, c'est que si vous avez le temps de faire vos ongles, vous avez le temps de lire un papier scientifique en plus. Voilà, c'est le genre de truc qu'on peut avoir, ça existe. Après, c'est surtout de l'humour, on vous dit que c'est une blague. Ouais. Mais les blagues sur une jeune femme de 20 ans ou de 23 ans et qui est dans un milieu majoritairement masculin, en fait, ça peut avoir un impact. Donc, moi, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que quand je suis partie aux États-Unis en 2009, donc, en fait, c'est là où je me suis complètement... blossom, je me suis épanouie. Parce que là-bas, on se moque de savoir comment vous habillez, on regarde ce que vous produisez. Et petit aparté, mais moi, quand j'avais 25-26 ans en 2009, je n'avais pas de rôle modèle féminin, il n'y avait pas d'association féminine comme il y en a aujourd'hui, et vous vous rendez pas compte à quel point en fait on se sent beaucoup moins seul. Bon, il y avait Internet, je vais pas non plus, mais en fait on voyait pas autant de choses que maintenant. Enfin, non mais c'est vrai. Je veux dire, moi à mon époque quand je tapais PDG, CEO, il y avait que des hommes sur Google Images. Donc là ça a changé parce qu'on a travaillé les algos, on a surtout essayé de filtrer pour essayer de donner une image un peu plus paritaire, etc. En tout cas, cela étant dit. Voilà, donc c'était pas la même époque. Voilà, ça peut paraître idiot, mais c'était vraiment pas la même époque. Enfin, c'était il y a très longtemps quand même. Et voilà. Et donc moi en fait, c'est vrai que quand je suis arrivée aux États-Unis, c'est là où je suis devenue où je développais ma féminité, où c'était hyper valorisé, où il y avait des kick-ass women qui étaient super féminines, sexy. Et encore une fois, on peut être féminine de plein de manières différentes. En fait, c'est là où c'est important, c'est pour moi, je suis féministe, et pour moi, le féminisme, c'est avant tout une question de choix. Peu importe, on peut être mère au foyer et être féministe. On peut faire un métier d'homme, entre guillemets, selon les statistiques qui ne veulent rien dire, mais voilà, quand il y a et vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour moi, c'est une question de choix. Le féminisme, c'est faire ses propres choix, sans aucun biais, sans aucun poids, pression sociale, familiale, sociétale, etc., économique et autres. Et donc quelque part, voilà, moi, c'est ça que j'ai découvert aux États-Unis. Et si j'avais eu 26 ans aujourd'hui, ça aurait peut-être été différent. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de modèles féminins extraordinaires. Des femmes qui sont féminines à leur manière, mais qui le sont, qui expriment en tout cas une féminité sans aller gommer. Et c'est un très joli mot. Souvent, on parle de prendre des codes masculins, et tu as utilisé un mot qui, pour moi, est plus juste, c'est gommer. Voilà. Gommer, c'est les choses qui nous différencient de la majorité qui nous entoure dans notre milieu. Voilà. Et ça peut paraître un peu cliché, tout ça, mais voilà, moi, j'ai vraiment... j'ai encore un travail, mais moi, j'ai des modèles féminins, et
Je sais que tu m'as dit donc tu avais discuté avec Sabrina Erlori et Sabrina c'est une de mes super copines et voilà. Sabrina Erlori, oui, qui est DG de Mac France. De Mac France et qui est une femme extraordinaire. Et qui est une femme super et qui est une femme vraiment glamour. Oui. Et qui est extrêmement brillante voilà et je pense que ça fait du bien et on peut avoir en fait ce qu'il faut c'est avoir tous les types de femmes, en tout cas de ne pas réduire le champ des possibles. C'est surtout ça, et ça, c'est en lien avec la liberté. On a beaucoup parlé de liberté ce matin, et c'est en lien avec la liberté, en fait. Voilà, je crois. Merci beaucoup, Aurélie, d'être venue. Merci. Il y a peut-être des questions, si vous voulez poser des questions à Aurélie, parce que je crois que ça te... Oui, vas-y, oui, bien sûr. Oui. Tenez à cœur. Bien sûr. Pardon, oui, là-bas, excusez-moi, je vous vois au fond. Pardon. Parce que tout à l'heure, je vous ai raté, alors... En fait, j'avais une question tout à l'heure et je pense que c'est encore mieux que vous la posez à vous. Je m'appelle Thaïs, je suis la cofondatrice d'une entreprise qui fait de la tech. Du coup, je suis une femme dans la tech et c'est vrai que ça m'arrive souvent de retrouver dans des endroits où on est 50 et je suis la seule femme. En fait, j'avais une question à vous poser et sur les deux intervenantes aussi, cette question, je peux peut-être vous parler, sur la question du recrutement. On est une petite entreprise qui grossit, on est confronté au recrutement. Pour l'instant, j'arrive à maintenir la parité, mais c'est quelque chose de difficile. Ouais. Développeuse, mais franchement, c'est pas facile. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose pour lequel il faut que je me batte parce que bien sûr, l'équipe de l'entreprise, c'est important. Et je me demandais si vous aviez des conseils. Oui, j'ai plein d'idées. Et je sais pas, des tips. Parce que alors, bien sûr. Comment vous appelez? Vous pouvez me rappeler? Thaïs. Je m'appelle Thaïs. Alors, enchantée. Alors en fait, moi j'ai le problème inverse, c'est que moi il n'y a que des filles qui se candidatent. C'est assez rigolo. Enfin, non, c'est pas vrai, il y a des garçons, mais moi j'ai plein de filles candidates, donc c'est chouette quoi. Voilà, donc je vous les amènerai. Voilà. Mais alors, moi j'ai plein d'idées là-dessus. Premièrement, il faut faire connaître sa boîte et il faut que vous fassiez connaître en fait. C'est-à-dire que vous, il faut que moi, les filles qui viennent vers moi, elles viennent pour moi en fait. Elles viennent pas pour ma boîte. Enfin, elles viennent pour la boîte, elles viennent pour les activités qu'on fait, des choses qu'on va faire, mais en fait, elles viennent pour moi parce qu'elles sont rassurées, parce qu'elles sont inspirées, parce qu'elles veulent se marrer et que je suis hyper fun. Je ne vois pas comme ça. Mais enfin, Marion, on bosse ensemble, tu peux le dire, je suis fun. Voilà. Il y a aussi Camille et Constance avec qui on bosse. Les filles, soutenez-moi quand même là. Bon, donc je suis hyper fun. Donc en fait, donc il y a ça et surtout, donc il y a ça, se faire connaître et réécrire la description des jobs. Alors ça, moi j'ai des copains dans la tech qui m'envoient leur job description et je leur dis putain redonne-moi ça, moi je vais tout réécrire quoi. Alors, premier truc, on arrête de mettre la liste des compétences et des tâches à réaliser dans le job. Déjà pour plein de raisons, déjà c'est pas inspirant, ça fait pas rêver. Deuxièmement, vous l'avez très bien dit avant, une femme, elle va vouloir avoir 120%, il y a des études là-dessus aussi, j'ai pas les 120% des compétences pour dire oui. Un homme, on aura peut-être 80, et c'est pas nous qui avons raison, c'est l'homme qui a raison. Enfin, je veux dire, vaut mieux apprendre que se dire qu'on va arriver à un job et qu'on sait tout faire. Donc, reprendre la description des jobs pour parler de la mission, pour parler de l'objectif à long terme. On enlève la liste des compétences. Parce qu'en fait, la réalité, c'est quand vous cherchez, par exemple, un développeur back-end en Python ou équivalent. Moi, je mets toujours ou équivalent, voilà, par exemple. Hein, parce que je pense que si on sait faire du C++, bah, on peut apprendre le Python en 2 semaines. C'est pas très... Voilà. Et donc, en fait, je dis ça parce que les trucs avec les tâches, en fait, s'il y a une tâche qu'une femme ne sait pas faire, elle ne va pas candidater. Donc, on arrête de faire voilà. On parle de la vision, on enlève la description des tâches. C'est un truc, vraiment, ça ne marche pas. On enlève les compétences au détail. Parce que vraiment, ça ne marche pas, et puis vous allez faire fuir les femmes. Et quand vous avez alors ça, c'est un ami à moi qui s'appelle Francis Nappé, qui est le cofondateur de Blablacar, qui est l'ancien CTO, donc maintenant il s'est retiré, et c'est une figure extraordinaire. Il se bat pour les femmes dans la tech. Vraiment, regardez, Francis Nappé, c'est un de mes meilleurs amis. Francis, il me dit qu'il y a beaucoup de femmes à Blabla. Et en fait, il me dit, moi, quand j'avais une candidate qui venait, je prenais plus de temps pour lui montrer la boîte, pour lui montrer ce qui se fait, pour lui montrer à quel point on soutient les femmes chez nous. Et je vous dis ça parce que moi, je ne cherche pas de job, hein, mais c'est vrai qu'il y a je ne vais pas les citer, mais il y a des boîtes dans lesquelles en 2016, pardon, parce que j'ai été chassée par Bloomberg et d'autres boîtes tech, donc j'avais candidaté à plusieurs endroits, il y a des boîtes dans lesquelles je n'aurais pas candidaté. Pourquoi ? Parce qu'elles n'avaient aucune politique de diversité en interne. C'est-à-dire qu'elles ne comprenaient pas l'idée qu'on arrive avec un bagage de freins que l'on se donne ou qu'on a à travers la société, de privilèges, etc. Et que partant de ce principe, on doit aussi parfois être traité différemment, être encouragé différemment, être accompagné différemment.
Et moi, j'ai eu la chance d'appartenir à une société Bloomberg qui est une boîte extraordinaire pour ça, mais extraordinaire, vraiment, quoi, qui accompagne tout le monde, qui est une boîte qui est... Enfin, voilà, pour moi, Mac Bloomberg, c'est un visionnaire pour ça. Et c'est pas du bullshit, il y croit vraiment. Et voilà, et donc, je vous dis ça, c'est vraiment important, quoi, aussi de parler de votre boîte, parce que, je vous assure, enfin, moi, en tout cas, j'ai pas fait d'études pour le coup, mais en tout cas, à mon expérience et les femmes qui m'entourent, on regarde les boîtes, leur politique en interne, on regarde l'ambiance, on regarde l'environnement. Et voilà. Et donc Francis, à chaque fois, il passe plus de temps avec les femmes pour leur faire montrer la boîte, leur montrer d'autres femmes dans la boîte, et ça marche. Voilà. Je veux bien vous sauver en revanche, parce que nous, on a même un problème sur le pipeline. Bah, absolument. Bah, enfin, j'en forward déjà, hein, mais voilà. Oui, il y a une question. Oui, c'est vous que je regarde. Oui, vous là. Oui. Pardon. Et moi, j'ai une question sur le sentiment de culpabilité. J'ai l'impression que c'est un petit habitant à l'intérieur de moi qui est tout le temps là. Je le vois chez plein de femmes autour de moi. Bien sûr. Dans la façon d'être mère, j'en ai pas assez, d'être entrepreneur, d'être chef d'entreprise. Quand on lève des fonds, partout, tout le temps. Ouais. Est-ce que tu as trouvé un moyen Ah oui, vas-y, non mais... Est-ce que tu as trouvé un moyen de vraiment faire accepter cette voix et de la faire... Ouais. Alors, moi, je dis aux hommes autour de moi de speak up, de parler en mon nom. Vraiment, enfin, voilà, il faut parler. Et un autre point, on en a parlé un peu avant, et c'était très intéressant, sur la notion de perfection. On a toujours envie de faire les choses parfaitement, on a toujours envie... je vous expliquais pourquoi nous, les femmes, on veut faire les choses parfaitement, parce qu'on ne nous pardonne rien, en fait. Voilà. Non mais vraiment, je le pense sincèrement, c'est-à-dire que lorsqu'une femme fait une erreur, putain, elle s'en prend plein la figure. Vraiment, c'est dur. Et c'est pas normal. Et nous, les femmes, on est dures avec les femmes, je peux vous le dire. Et donc moi, ce que je dis, c'est que... moi, c'est un homme, une fois, il y a de nombreuses années, qui m'a dit, je voulais absolument être parfaite. Il m'a dit, Aurélie, that's fine. That's fine, stop it. Il m'a dit, arrête, là, c'est bien. Et en fait, moi, je dis tout le temps aux gens... Et je le dis aux femmes avec qui je travaille, je leur dis non mais là c'est bon, on va pas, je ne sais pas si vous connaissez la loi Pareto, vous regardez, voilà, 80-20. On prend 20% de notre temps pour réaliser 80% d'une tâche, 80% du temps pour faire les 20% restantes. Quand vous avez compris cette loi, vous comprenez l'efficacité, le pragmatisme, et vous sortez de la culpabilité pour y arriver. Et pour ça, il faut des hommes aussi, et des femmes qui soient indulgentes. Et je le dis vraiment parce que je trouve qu'on est dur avec les femmes. Voilà. Une femme qui rate, une femme qui a un échec, une femme qui fait une erreur, mais regardez dans la presse, même à un très haut niveau, c'est dur, quoi. Enfin, je suis toujours extrêmement choquée. Un homme, on va être plus indulgent. Donc je pense qu'il faut être indulgent avec tout le monde parce que l'erreur et l'échec permettent d'apprendre, d'avancer. Et c'est un truc qu'on me demande. Moi, je demande toujours il y a deux questions que je pose. Alors, je pose plein de questions en interview, mais il y a deux que je pose. Premièrement, c'est est-ce que vous considérez être chanceux ? Parce que si la personne me dit non, je me dis putain, faut pas que je la prenne. Si la personne me dit alors il y a deux raisons. Soit elle me dit non parce qu'elle me dit non, mais attends, moi je suis pas chanceux, enfin je suis maudit, donc là je dis putain, faut que je le prenne. Et là, mais dis pas ça comme ça. Et je plaisante, mais et la deuxième, je suis très second degré aussi, attention parce que je veux pas après qu'on me dise. Et la deuxième, non parce que je veux pas, je vois bien qu'il y a parfois des petites tensions sur le premier degré. Voilà. Et l'autre truc, c'est les gens qui pensent qu'ils sont pas chanceux parce qu'ils ont réussi par eux-mêmes, seuls. Et ça, j'y crois pas. Le mérite est quelque chose qui se partage. Et donc, je ne crois pas à ça. Donc, c'est un point important. Je ne sais plus ce que je voulais dire après, mais voilà, excusez-moi. Voilà. Merci beaucoup, Merci. Aurélie. Voilà. Merci.